Donc, restons dans les grandes questions macroéconomiques. Une des grandes questions au sein de cet ensemble de questions, si je peux dire, est l'avenir du dollar américain, à savoir est-ce que celui-ci va continuer dans sa hausse, il faut dire qu'il est assez élevé en ce moment relativement, ou est-ce qu'au contraire, celui-ci pourrait aller à la baisse. On sait que Donald Trump a publiquement mentionné qu'il souhaite un dollar plus faible. Quelle est votre thèse sur le sujet? La thèse varie en deux temps. En fait, c'est la première chose dont j'ai écrit un article en fait sur cette question-là, des tarifs du dollar et sur le dollar américain. J'en fais référence sur mon blog dans un article qu'on pourra indiquer à l'auditeur. Euh, on y comprend dans cet article-là qui a été écrit par un des acolytes de Donald Trump. On y comprend vraiment la véritable intention de l'administration Trump. C'est sûr que la première étape, Est-ce que c'est Stephen Mirren, c'est exactement. l'économiste, ouais? Puis c'est un document, bon, c'est sûr qu'il va peut-être plaire plus aux nerds d'économie puis de finance. C'est un document assez long, mais quand même super intéressant. C'est sûr que comme macro trader, il faut, comme je l'ai dit, il faut essayer de déchiffrer la véritable intention du gouvernement parce que ça nous permet de mieux anticiper ce qui va se passer sur le marché. Fait que, comme je disais, la première étape, c'est d'évaluer le dollar américain, il fait aucun doute. Mais ils veulent le faire de façon responsable, c'est sûr par rapport aux autres devises les plus importantes, comme l'euro et le pound britannique. Moi, je suis, par exemple, ça a été un de mes meilleurs trades cette année, c'est d'avoir acheté de l'euro autour de 1,04, si je me souviens bien. Le pound également. Donc, tout ça est commencé. Il y a une certaine dévaluation qui est en train de se passer. Euh, mais la dévaluation a ses limites parce que si on fait baisser trop le dollar américain, ça va augmenter les pressions sur l'inflation. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Donc, le dollar américain aide à diminuer l'inflation, euh, comme un prix de pétrole plus bas. Donc, c'est sûr que si on regarde l'objectif de l'administration, on parle du dollar US, mais le prix du pétrole est aussi important. Moi, je suis short le pétrole en ce moment. Donc, à chaque fois qu'il y a des rebonds, je vais en rajouter et je pense que le prix du pétrole va baisser plus parce que c'est vraiment l'objectif de l'administration américaine. Euh, Si on regarde ça, par exemple, en deuxième temps, moi, j'anticipe que la prochaine crise économique va créer une énorme pression à la hausse sur le dollar américain. Puis si on parle de qu'est-ce que j'anticipe comme prochaine crise économique internationale, c'est probablement la prise de Taïwan par la Chine. Donc, ça, on pourrait s'en parler longuement. Je ne m'attends pas à une invasion militaire, mais plus à un changement de régime qui a déjà commencé. D'ailleurs, les deux partis d'opposition à Taïwan, elles sont pas mal rendues pro-chinois. Le gouvernement actuel est minoritaire à Taïwan, donc il y a déjà des changements au niveau de la loi qui sont en train de se faire, etc. Donc, tu sais, coup d'État, changement de régime, ça va avoir un impact énorme sur l'économie. Citadel a d'ailleurs prévu que quand si la Chine, mais moi je pense que plus c'est quand la Chine va prendre Taïwan, on peut tomber en dépression économique comme dans les années 30. Bon, moi je pense que l'administration américaine se prépare pour ça. Notamment, on le voit avec l'histoire du canal de Panama. C'est une question stratégique de sécuriser ce point d'accès-là au niveau du commerce. Gaza, bon, c'est épouvantable la situation à Gaza, mais le fait que les Américains voudraient peut-être sécuriser également Gaza, c'est, selon moi, plutôt parce que Gaza est très près du canal de Suez. Donc, un autre endroit hyper stratégique d'un point de vue commercial. Moi, je ne pense pas que les Américains vont intervenir lors de la prise de Taïwan. Ça va être un fait accompli. Et à ce moment-là, le dollar US va exploser. Donc, ça À va la créer une hausse. crise à la hausse. Ça va créer une crise de confiance extraordinaire entre l'Asie et l'Occident et la valeur refuge va être le dollar US. L'or, oui. L'or, potentiellement, oui. Et ça va faire en sorte, puis évidemment, j'ai pas de boule de cristal, c'est juste une thèse d'investissement que j'ai, mais je suis préparé si ça arrive. À ce moment-là, il y aura des nouveaux accords qui devront être
qui devront intervenir entre les grandes puissances pour faire dévaluer le dollar américain, comme ce fut le cas en 1985 durant les accords de Plaza, à l'hôtel Plaza à New York, où là, il y a eu une entente de dévaluer le dollar américain. Puis ça, c'est des opportunités extraordinaires comme macro-investor parce que, évidemment, s'il y a une entente de dévaluer le dollar américain, c'est pratiquement du free money. Tu peux rentrer sur ce trade-là, puis ride the wave, comme on dit. Fait que ça, il y a des opportunités, des fois, il y a toujours des opportunités plus faciles de faire de l'argent. Il n'y a pas de no-brainer trade en finance. Il n'y a jamais de trades qui sont absolument garantis, certains. Mais il y a des, si on arrive à une situation où le dollar US devient trop fort, on va avoir des nouveaux accords à la Plaza. Je pense qu'ils les appellent. Il y a déjà une discussion. Il y a déjà une discussion sur le nom du prochain accord qui serait Mar-a-Lago. Exactement. Qui est la résidence de Trump en Floride. La résidence luxueuse. La résidence de Trump, exactement. Si je comprends bien, donc... Ouais, vas-y, excuse. Non, mais c'est tout simplement par rapport au dollar canadien. Malheureusement, je suis très négatif sur le dollar canadien. Je pense qu'il y a un manque de pensée stratégique au Canada. Bon, faut évidemment se rendre à l'évidence aussi que l'administration Trump essaie de nous acculer au pied du mur pour avoir un peu plus d'effet de levier, encore plus d'effet de levier pour renégocier l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et moi, je pense que l'objectif ultime, il y a quelques objectifs ultimes, mais qui vont pénaliser le dollar canadien, c'est d'avoir un bloc plus fort. D'avoir un bloc plus fort ou si, par exemple, les États-Unis décident d'imposer des tarifs douaniers contre la Chine ou d'autres pays, le Canada devra suivre et le Mexique devra suivre. Donc, c'est vraiment parce que sinon, c'est trop facile. On l'a vu lors de la première administration, les Mexicains importaient les biens chinois, puis c'était revendu aux États-Unis, etc. Puis on l'a vu aussi au Canada. Donc, c'était facile de contourner ces tarifs douaniers-là. Puis évidemment, c'est ce que le gouvernement Trump, l'administration Trump veut éviter de faire. L'administration Trump veut également avoir un accès au Grand Nord canadien d'un point de vue militaire. On le voit avec ce qui se passe au Groenland. C'est la même chose avec dans le Grand Nord canadien. Et qu'il y a peut-être une opportunité pour nous, comme Canadiens, de faire un deal avec eux pour leur donner un certain accès limité ou en contrepartie de contributions financières, etc. C'est des choses à voir. Tu sais, moi, je pense que le Canada, ça c'est un point de vue personnel qui est peut-être pas très populaire, mais je pense que le Canada aurait l'opportunité de devenir la Suisse nord-américaine. On devrait peut-être devenir plus neutre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une armée? Bon, les Suisses, oui, les Suisses ont une armée, mais les Suisses sont en Europe, sont entourés sont dans un continent où il y a beaucoup d'historiques de guerre. En Amérique du Nord, c'est un peu différent. Mais nos voisins américains, c'est impensable qu'on soit des ennemis, en tout cas, selon moi. Je veux dire, on va toujours demeurer des amis, malgré en ce moment l'animosité là, qui est amplifiée par les réseaux sociaux, mais on a toujours intérêt à travailler ensemble. Écoute, on exporte 80% aux États-Unis. Il faut qu'on garde une relation, mais on aurait peut-être intérêt à négocier un deal où on pourrait avoir toutes nos dépenses militaires payées par les États-Unis en contrepartie de peut-être un accès au Grand Nord, des choses comme ça. Je lance des idées comme ça, mais il faut penser outside the box. Puis, tu sais, moi, ce que je lis un peu sur les médias sociaux dernièrement qui me chicote, c'est, on dirait, le point de vue de plusieurs personnes de vouloir renier la relation avec les Américains suite à comme notre ego a été froissé. Puis là, on veut faire des partenariats avec l'Europe, on veut même devenir les meilleurs amis de la Chine, ce qui serait une catastrophe stratégique. Et on veut éviter, c'est comme si on évitait de vouloir s'asseoir à la table de négociation avec les Américains alors que c'est absolument nécessaire. Il faut qu'on soit à la table de négociation. Puis là, on est dans un no man's land parce que on n'a pas de gouvernement. On a Carney qui est là de façon temporaire, mais c'est comme si on n'avait pas, il n'y a pas la légitimité de gouverner Mike Carney. Donc, c'est sûr que en ce moment, on est dans un no man's land, puis le gouvernement, l'administration Trump va tenter
d'accentuer cette division-là, à son avantage. Ouais, c'est quoi que ça risque d'être résolu bientôt. On devrait savoir d'ici la fin du mois d'avril quel genre de gouvernement on va avoir. Là, on parle beaucoup de risques géopolitiques, politiques et géopolitiques. Quelle place l'analyse des risques géopolitiques joue, j'allais dire dans vos thèses, mais aussi dans votre trading au quotidien ou même à long terme? Quelle prépondérance est-ce que l'analyse du risque géopolitique joue-t-elle dans ce qui est votre métier, en fait? C'est pas le point le plus important. Je dirais, faut distinguer les risques géopolitiques régionaux et les risques géopolitiques qui peuvent affecter l'ordre mondial. Les risques géopolitiques régionaux, comme la guerre en Ukraine ou ce qui s'est passé à Gaza, ça a peu d'impact. Ça peut avoir un impact immédiat, comme Gaza a eu un impact sur le prix du pétrole, comme l'Ukraine a eu un impact, bon, évidemment, le marché boursier russe s'est effondré. Ça, c'est fascinant de voir comment dans beaucoup, beaucoup d'occasions, avant qu'un événement majeur arrive sur les marchés financiers, à quel point on a une montée parabolique. Tout le monde pense que tout va être beau pour toujours. Puis là, il arrive un événement comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, le marché russe, je pense, s'est effondré de 60% à ce moment-là. Fait que oui, c'est sûr que pour les Russes, ça a eu un impact. Pour l'Ukraine aussi, les investisseurs en Ukraine ont tout perdu. Je donne pas cher à l'immobilier en Ukraine, tu sais. Fait que ça malheureusement, puis on voit en Pologne, la Pologne en a profité énormément. Donc, fait que la géopolitique, oui, a une influence. La Pologne, le marché polonais a explosé depuis le début de l'année. Donc, dès qu'il y a eu des discussions sur potentiellement les accords de paix. Mais quand on parle de risques géopolitiques qui peuvent avoir un impact sur l'ordre mondial, c'est-à-dire on passe d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, et la prise de Taïwan par la Chine, mais là, c'est sûr que ça devient extrêmement, extrêmement important.